Bienvenue. Aujourd'hui, nous entrons dans un territoire où l'enthousiasme et la réalité s'affrontent chaque jour. Ces dernières années, une nouvelle promesse a commencé à circuler parmi les éleveurs. Un nom qui sonne lointain, presque exotique, mais chargé d'attentes. Boran. Une race née sous le soleil rude de l'Afrique, résistante, rustique, survivante là où d'autres échouent. Mais derrière chaque promesse, il y a toujours une question inconfortable. Vaut-elle vraiment ce qu'elle coûte? Avant d'aller plus loin, mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Ferme Durable et écris dans les commentaires quelle information t'impactera le plus. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlerons pas de mode, nous parlerons de chiffres, de risques et de réalité. Imagine un animal qui grandit là où l'herbe est rare, là où la chaleur ne donne aucun répit, là où chaque jour est une épreuve de survie. C'est ça, le Boran. Ce n'est pas une race née dans le confort, c'est le résultat d'une sélection brutale, naturelle, constante. Fertilité même dans des conditions difficiles, résistance à la chaleur, capacité à produire sans dépendre de systèmes intensifs. Sur le papier, cela semble parfait. Mais arrêtons-nous un instant. Parce que si l'on regarde attentivement, ces caractéristiques ne sont pas nouvelles. Depuis des décennies, dans le Brésil profond, il existe des animaux qui font exactement cela. Des races qui ont traversé des saisons sèches, des terres dures et des marchés instables. Alors la question change. Ce n'est plus « le Boran est-il bon ?», mais devient « est-il vraiment meilleur ?» Et c'est là que se trouve le point que beaucoup évitent. Parce que lorsqu'on parle de Boran, nous ne parlons pas seulement de génétique. Nous parlons d'investissement. Introduire cette génétique dans son élevage n'est pas simple, ce n'est pas immédiat, et surtout, ce n'est pas bon marché. La plupart n'achètent pas d'animaux vivants, ils travaillent avec de la semence ou des embryons. Et au début, cela semble accessible. Une dose, un embryon, des chiffres qui ne font pas peur. Mais ensuite, la réalité s'élargit. Transport international, bureaucratie, sanitaire, risques biologiques, pertes dans le processus. Et soudain, le coût augmente. Il augmente jusqu'à devenir quelque chose de complètement différent. Un reproducteur formé, sélectionné, prêt pour le marché peut atteindre des valeurs impressionnantes, non seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Être parmi les premiers, être avant les autres, faire partie de quelque chose qui, peut-être, fonctionnera. Et c'est là que naît le vrai coup. Il n'est pas technique, il est psychologique, il est stratégique, il est spéculatif. Et il y a un autre niveau que presque personne ne considère lorsqu'il analyse une nouvelle génétique. Le temps. Pas le temps d'achat, mais le temps de réponse. Parce que dans l'élevage réel, le résultat n'arrive pas demain. Il arrive des saisons plus tard, parfois des années plus tard. Quand tu introduis une nouvelle lignée génétique, tu prends une décision qui ne peut pas être corrigée rapidement. Ce n'est pas comme changer un aliment, ce n'est pas comme ajuster un pâturage. C'est un choix qui se propage dans le temps, à travers chaque génération à venir. Et cela change complètement le risque. Parce que si le résultat n'est pas celui attendu, le coût n'est pas seulement économique, il est génétique, il est structurel, il est lent à corriger. Un autre point critique est la prévisibilité. Les systèmes consolidés offrent quelque chose d'invisible, mais extrêmement précieux. La constance. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais comment les animaux réagissent. Tu sais comment ils performent sous stress. Avec une nouvelle génétique, cela disparaît. Chaque réponse devient une inconnue. Comment réagira-t-elle au parasite local? Comment se comportera-t-elle sur un cycle complet? Quel sera le réel taux de gestation? Des questions qui n'ont pas encore de réponse solide. Et tandis que certains voient cela comme une opportunité, d'autres devraient le voir comme de la volatilité, parce que chaque incertitude est une variable de plus dans le système. Et dans l'élevage, plus tu as de variables, plus il est difficile de contrôler le résultat. Il y a aussi un aspect stratégique souvent ignoré, le positionnement. Celui qui entre tôt dans une nouvelle génétique ne produit pas seulement de la viande. Il construit une image. Il crée une valeur perçue. Il vend quelque chose que peu possèdent encore. Et cela peut être extrêmement lucratif, mais seulement si c'est fait avec stratégie. Parce que lorsque le marché mûrit, la différence disparaît.
et le prix redevient guidé par ce qui compte vraiment, la performance. Un autre détail important, la compatibilité. Chaque système possède un équilibre invisible entre climat, sol, fourrage, gestion et génétique. Quand tu introduis quelque chose de nouveau, tu modifies cet équilibre, et pas toujours de manière prévisible. Parfois, de petits changements génèrent de grands effets. Un animal légèrement différent peut changer le comportement du lot, peut influencer la consommation, peut altérer des dynamiques qui étaient auparavant stables. Et ces effets n'apparaissent pas dans les données techniques. Ils apparaissent dans le quotidien, dans le travail de chaque jour, dans les décisions opérationnelles, dans le résultat final. Et peut-être le point le plus subtil de tous, c'est l'attente. Quand quelqu'un investit beaucoup, il s'attend à un retour élevé, immédiat, visible, indiscutable. Mais la réalité suit rarement cette logique. Parfois, le meilleur résultat est petit, progressif, presque invisible au début. Et cela crée de la frustration. Parce que la comparaison n'est plus technique, elle devient émotionnelle. On compare le prix payé au résultat perçu. Et quand il ne coïncide pas, le doute naît. Et le doute dans l'élevage coûte cher. C'est pourquoi, avant tout investissement, Il existe une question silencieuse que peu se posent. Non pas « combien puis-je gagner ?», mais « combien puis-je perdre ?» et pendant combien de temps puis-je supporter ce risque ? Parce que c'est précisément là, dans le temps et dans la résilience, qui sépare les bonnes décisions des décisions coûteuses. Chaque nouvelle race suit le même chemin. Au début, peu y croient. Puis vient la curiosité. Ensuite, l'enthousiasme. Et enfin, la ruée. C'est comme une tempête qui se forme à l'horizon. Lente, silencieuse. Puis soudainement, inévitable. Le Boran aujourd'hui est à ce stade. Peu d'animaux, peu de données réelles, beaucoup d'attentes. Et quand la demande croît plus vite que l'offre, le prix explose. Mais il y a quelque chose que le marché ne peut pas contrôler. La réalité du terrain. Parce qu'une race ne produit pas des résultats en théorie. Elle produit des résultats dans la terre, sous le soleil, au cœur du système. Et ici, tout change. Le Brésil n'est pas un terrain vide. Ce n'est pas une page blanche. C'est un système construit sur des décennies, avec des races testées, avec des adaptations réelles, avec des erreurs déjà payées. Alors le Boran entre, non pas comme un sauveur, mais comme une variable. Peut-il fonctionner ? Oui. Peut-il s'adapter ? Probablement. Mais la vraie question est plus profonde. Peut-il faire mieux que ce qui existe déjà ? Et cette réponse n'est pas dans les catalogues, n'est pas dans les vidéos, n'est pas dans les promesses. Elle est dans le temps. Une autre illusion commune. Penser que la génétique résout tout. Que changer de race signifie changer de résultat. Mais la génétique est comme un amplificateur. Si le système est fort, il grandit. S'il est faible, il s'effondre plus vite. Et c'est là le point que beaucoup ignorent. Le Boran ne corrige pas les erreurs. Il n'améliore pas les pâturages dégradés. Il ne remplace pas la gestion. Il peut être un outil puissant, mais seulement entre de bonnes mains. Et, peut-être, que son véritable rôle n'est pas dans la substitution, mais dans le croisement, dans l'équilibre entre rusticité et performance, dans la recherche de quelque chose de différent, mais fonctionnel, pas spectaculaire, pas révolutionnaire, mais utile. Et parfois, c'est précisément là que naît la vraie valeur. Et il existe un aspect encore plus profond, presque qu'invisible aux yeux les plus pressés. Le comportement collectif du marché. Quand une nouvelle génétique entre en scène, ce n'est pas seulement un animal qui arrive. C'est une narration qui se construit. Un récit qui grandit à travers les conversations, les événements, les enchères, et surtout, les attentes. Au début,
Peu en parlent. Puis quelqu'un montre des résultats préliminaires. Photos, chiffres isolés, promesses implicites. Et lentement, une perception se crée. Pas nécessairement la réalité, mais une perception. Et dans l'élevage, la perception peut valoir autant que les résultats. Parce qu'elle influence les décisions, elle déplace les capitaux, elle attise l'intérêt. C'est comme une vague qui se forme loin du rivage, presque imperceptible, mais destinée à devenir puissante lorsqu'elle atteint la terre. Et quand elle arrive, elle emporte ceux qui ne sont pas préparés. Une autre dynamique intéressante, c'est la construction du mythe. Chaque nouvelle race, à un certain moment, devient quelque chose de plus qu'une simple option. Elle devient un symbole d'innovation, de vision, de futur. Et cela crée une pression silencieuse, parce que personne ne veut rester en arrière. Personne ne veut être vu comme trop traditionnel. Alors, on entre. Pas toujours par stratégie, mais par appartenance. Et c'est l'un des points les plus délicats. Parce que lorsqu'une décision est guidée par le groupe, elle perd sa force individuelle. Et sans analyse approfondie, le risque augmente. Un autre phénomène presque invisible, c'est la distorsion des résultats initiaux. Ceux qui entrent en premier sont généralement mieux préparés. Ils ont plus de ressources, plus de contrôle, plus de structure. Et donc, ils obtiennent de meilleurs résultats. Mais ces résultats ne représentent pas la moyenne. Ils représentent l'excellence. Et lorsque ces chiffres sont observés, une illusion se crée. Que ce qui fonctionne au sommet fonctionnera partout. Mais la réalité est bien plus complexe. Parce que chaque système a ses limites, ses fragilités, ses contraintes invisibles. Et lorsque la génétique rencontre ses limites, le résultat change. Parfois de manière drastique. Il existe aussi une dimension presque philosophique dans tout cela. La recherche constante du nouveau. Comme si le progrès était toujours lié à quelque chose qui n'a pas encore été testé. Mais dans l'élevage, le véritable progrès est souvent silencieux. Il n'apparaît pas dans les gros titres. Il ne génère pas de hype. Il se produit dans l'amélioration continue, dans la gestion affinée, dans la discipline quotidienne. Et cela crée un contraste entre ce qui est visible et ce qui est réellement efficace. Parce que le nouveau attire l'attention, mais la constance génère du profit. Une autre curiosité intéressante, c'est le temps que le marché a se stabiliser. Au début, les prix sont guidés par quelques-uns. Puis, davantage de personnes entrent. Plus de génétique circule. Et lentement, le contrôle se dilue. La valeur se normalise. Les différences émergent. Et ce qui reste, ce n'est pas la promesse. C'est la performance réelle. Et ce processus est inévitable. Toujours. Pour chaque race. À chaque cycle. Et celui qui comprend cela ne se précipite pas. Il observe. Il teste à petite échelle. Il réduit le risque. Et surtout, il ne se laisse pas guider par l'urgence. Parce que l'urgence est l'une des forces les plus coûteuses dans l'élevage. Elle pousse à des décisions rapides, sur des bases incomplètes, et transforme des opportunités en expositions. Et au milieu de tout cela, il y a l'éleveur, entre la pression du marché, les promesses techniques et la réalité opérationnelle, contraint de choisir, non pas entre le bien et le mal, mais entre le risque et la sécurité, entre l'anticipation et la prudence. Et peut-être que c'est précisément là, dans cet équilibre subtil, que tout se décide, pas dans la race, pas dans le prix, mais dans la capacité à lire le moment et à choisir avec lucidité. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui arrive en premier qui gagne, c'est celui qui reste et continue à produire quand tout le reste se stabilise. Et il y a encore un détail silencieux que peu parviennent à voir avant qu'il ne soit trop tard, la relation entre attente et patience. Quand quelque chose de nouveau apparaît, cela porte avec soi une promesse implicite d'accélération, comme si le résultat devait arriver plus vite, comme si le retour était anticipé. Mais en élevage, le temps ne se plie pas à la nouveauté,
Il suit son propre rythme, saison après saison, cycle après cycle, sans hâte, sans raccourci. Et lorsque cette attente de rapidité rencontre la réalité lente du terrain, une tension naît, une inquiétude. Les décisions commencent à être prises trop tôt. Les animaux sont écartés prématurément. On tire des conclusions sans base suffisante. Et cela crée un effet dangereux. Non pas parce que la génétique a échoué, mais parce que le processus a été interrompu. Un autre point rarement discuté, c'est le coût invisible de la distraction. Lorsqu'une nouveauté entre dans le système, elle consomme de l'attention, du temps d'analyse, du temps de gestion, du temps de décision. Et ce déplacement du focus peut influencer le reste de l'opération. Des zones auparavant stables peuvent commencer à montrer de petits déséquilibres. Rien d'immédiat, rien d'évident. Mais avec le temps, ces petits écarts s'accumulent et l'impact apparaît, non pas là où on attendait, mais là où personne ne regardait. Il existe aussi une dimension émotionnelle, le besoin de justifier l'investissement. Quand quelqu'un paie cher, il y a une tendance naturelle à défendre son choix, à voir des signaux positifs, même lorsqu'ils ne sont pas encore consistants. Et cela peut retarder des décisions importantes, parce qu'admettre que quelque chose n'a pas fonctionné a un coût intérieur. Et dans l'élevage, le temps perdu revient rarement. Un autre aspect curieux, c'est le silence de ceux qui se sont trompés. Les cas de réussite sont montrés, diffusés, amplifiés, mais les échecs restent cachés. Ils ne deviennent pas des vidéos, ils ne deviennent pas des conférences. Et cela crée une perception déformée de la réalité. Là où tout semble fonctionner, mais en réalité, seule une partie fonctionne. Et peut être que le point le plus profond de tous, c'est de comprendre que chaque opportunité n'a pas besoin d'être saisie. Certaines existent uniquement pour tester le discernement, pour séparer l'impulsion de la stratégie, la précipitation de la vision, parce qu'au final, grandir ne signifie pas embrasser tout ce qui apparaît, cela signifie savoir exactement ce qu'il faut laisser partir. À la fin, tout revient à une seule question. Pas combien cela coûte, pas à quel point c'est rare, pas à quel point c'est célèbre, mais à quel point cela fonctionne chaque jour. Le boran peut être une grande opportunité, il peut ouvrir de nouvelles voies, il peut surprendre, mais il peut aussi être simplement une autre promesse coûteuse. La différence n'est pas dans la race, elle est dans la décision, dans la capacité d'analyser, de tester, d'attendre, parce que dans le terrain, celui qui court après les tendances en paie le prix. Celui qui construit un système récolte les résultats. Maintenant, je veux savoir de toi, entrerais-tu dans un pari comme celui-ci ou resterais-tu sur ce qui est déjà éprouvé? Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Ferme Durable et écris dans les commentaires quelle a été l'information la plus intéressante pour toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.